Chers collègues, chère Claudine Tiercelin, depuis sa création, le Collège de France a accueilli de nombreuses chaires de philosophie, anciennes ou modernes. Mais c'est avec la vôtre que, pour la première fois, le terme vénérable de métaphysique apparaît dans le titre de l'une d'entre elles. Une telle innovation peut surprendre. On n'a pas cessé tout au long du XXe siècle de déclarer que la métaphysique était un archaïsme, qu'il fallait la dépasser ou encore la déconstruire. Ces proclamations ne vous impressionnent pas beaucoup. Vous tenez la métaphysique pour inséparable de toute entreprise de connaissance et plus particulièrement de l'enquête scientifique. Aussi longtemps que la science sera obligée de se servir de notions comme celles de cause ou de loi, d'objet, de propriété ou d'événement, et même simplement de réalité ou de vérité, il lui sera impossible, selon vous, de rompre tout lien avec la métaphysique. Et il ne s'agit pas seulement d'analyser les concepts en question pour dissiper des confusions, mais bien de s'interroger sur les réalités qu'ils désignent. Ainsi, refusant la représentation classique d'un univers contingent de substances atomisées et passives, vous soutenez l'idée d'un réel foncièrement dynamique, constitué de capacités, de dispositions et d'interactions causales régies par des lois. Cette conception vous paraît plus proche de l'image que nous renvoient aujourd'hui les sciences de la nature. C'est ce qu'exprime votre récent ouvrage, Le ciment des choses, où vous rejetez tout à la fois les illusions d'une métaphysique en apesanteur et le piège d'une métaphysique à prétention scientiste. Le projet que vous défendez, en effet, est celui d'une métaphysique scientifique, rationaliste et réaliste. Ceci n'a rien à voir avec le scientisme. Il ne s'agit nullement de mimer la science ou de courir derrière ses résultats. La philosophie a ses méthodes et ses problèmes propres, mais elle doit tenir le plus grand compte de l'état présent des connaissances scientifiques et surtout adopter à l'égard du réel l'attitude scientifique au sens où l'entendait Peirce, un ardent désir de savoir comment les choses sont réellement. C'est sous l'égide de ce grand philosophe et scientifique américain du XIXe siècle que vous qualifiez de Leibniz américain, fondateur du pragmatisme et de la sémiotique, qu'a commencé votre itinéraire philosophique. Vous lui avez consacré votre thèse d'État qui a fait de vous une des meilleures spécialistes mondiales de son œuvre. Puis, prenant appui sur ces idées, vous en êtes arrivé, par un chemin que vous décrivez vous-même comme ayant été long et difficile, à ce programme de recherche métaphysique novateur que vous allez pouvoir maintenant déployer ici, dans vos cours. Vous refusez en effet avec la plus grande énergie toute séparation entre la recherche et l'enseignement philosophique. Vous avez toujours voulu mener de front ces deux activités, comme professeur à l'Université Paris XII, comme membre senior de l'Institut universitaire de France, ou encore comme titulaire de la chaire Charles Sanders Peirce à l'Université de Fordham à New York. Et c'est dans le même esprit que vous avez assumé la présidence des agrégations de philosophie de 2000 à 2003. Vous aimez dire que vous devez tout à l'école de la République. Et ce n'est certainement pas un hasard si vous avez choisi pour thème de votre première année de cours la valeur de la connaissance. C'est dans cette maison de la connaissance, qu'est le Collège de France, que nous sommes heureux de vous accueillir. Vous y êtes désormais chez vous. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, chers amis, il fut un temps où l'on pouvait risquer de paraître présomptueux en parlant de métaphysique et de système, écrivait Martial Guéroux, l'un de mes illustres prédécesseurs dans cette institution. Et il ajoutait « Mais si la métaphysique et l'esprit de système étaient déjà bien dépréciés à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où Kant lui-même hésitait à prononcer le nom si décrié de métaphysique, ils sont tombés aujourd'hui en tel point de discrédit que celui qui voudrait les défendre risque moins d'être accusé de présomption que d'ignorance, de naïveté ou de sottise.
Je mesure donc l'audace et peut-être la témérité ou l'inconscience qu'il aura fallu à Pierre Corvol, à Jacques Bouvresse et à vous, mes chers collègues, pour me confier l'honneur de porter une chaire qui, pour la première fois dans l'histoire du Collège de France, inscrit dans son intitulé le terme de métaphysique, en l'associant de surcroît à celui de philosophie de la connaissance, si remarquablement illustré par les maîtres que furent pour moi Jules Villemin et plus encore Jacques Bouvresse. Il peut sembler en effet saugrenu ou culotté de proposer un tel attelage, tant dans l'esprit de beaucoup, le doute n'est plus permis. Et désormais réglé le sort de celle qui fut jadis reine des sciences, entrée que nous sommes depuis belle lurette dans l'ère de la pensée post-métaphysique. Dogmatisme insensé, radotage verbeux d'esprits cédant aux idoles logiques ou ontothéologiques, ou au fantasme d'un possible accès à la réalité, à la vérité, à la connaissance. C'est ainsi que le plus souvent on se figure la métaphysique et que l'on ironise sur ses partisans quand seulement il en reste. Pour les esprits chagrins ou censément lucides, certains tournants kantiens, heideggeriens, positivistes, cognitivistes ont été pris une fois pour toutes. Qui oserait aller au-delà des phénomènes ? La réalité nous est inaccessible, pris que nous sommes aussi, et de toute façon, dans les raies du langage. Sauf à se présenter comme une recherche dont la visée serait quelque céleste transcendance, ou comme le simple envers dont la théologie serait le naturel en droit, une démarche qui prétendrait encore, dans la pure tradition de la Metaphysica Generalis, enquêter sur l'essence des choses ou sur l'être en tant qu'être, serait effectivement ignorante, bien naïve ou bien sotte. Pour les optimistes, ou simplement pour ceux qui, suivant leur bon sens, constatent que malgré tout, bien des choses restent encore connaissables et qu'il est concevable, voire possible, de les tenir pour vraies, il va généralement de soi que ce sont aux nombreuses sciences de s'en occuper, et ce que, reconnaissons-le, elles font, et du reste, fort bien. Et si plutôt en toute rigueur qu'à connaître, du moins selon certains, il reste des choses à penser, à exprimer ou à vivre, la littérature et l'art s'en chargent, et mieux encore incontestablement que la métaphysique. À supposer donc que cette dernière ait encore un sens, quel os lui resterait-il bien à ronger ? Il est d'usage de se féliciter de la création d'une nouvelle chaire. Je serais tentée de dire pour ma part que ce n'est pas forcément dans le cas présent une aussi bonne nouvelle, car on peut se demander si la raison pour laquelle il a fallu pour la première fois introduire dans l'intitulé d'une chaire le terme de métaphysique, auquel tous les philosophes qui ont fait l'histoire du Collège de France, à quelque tradition qu'ils appartinssent, eurent recours le plus naturellement du monde, ne serait pas en vérité que depuis quelque temps, nous avons tout bonnement oublié ce que rappelait Émile Meyerson, à savoir que l'homme fait de la métaphysique comme il respire. Aussi ne chercherai-je pas ici vraiment à la définir et encore moins à la défendre. Paradoxalement, en effet, l'une des caractéristiques incontestables de la métaphysique est l'impression que l'on en a, en s'y livrant, de pouvoir simultanément parvenir à la plus haute certitude possible, tout en étant incapable de donner ou de construire une définition de son objet. Kant notait qu'en métaphysique, à l'inverse de ce qui se passe en mathématiques, où je ne possède absolument aucun concept de mon objet, j'ai déjà un concept qui m'est donné, bien que confusément, et je dois en chercher la notion distincte. Je voudrais donc plutôt nous rafraîchir la mémoire et tâcher de faire comprendre le temps de cette leçon pourquoi et comment il n'y a rien finalement d'inconcevable et encore moins, j'espère du moins, d'inconvenant à choisir d'associer la métaphysique et la philosophie de la connaissance, qu'il est tout au contraire possible d'envisager aujourd'hui encore une authentique connaissance métaphysique aux méthodes et critères de validation distinctifs et d'y voir même une forme aussi légitime qu'indispensable de l'enquête rationnelle. Et puisque l'on a tout oublié, ou presque, il faut repartir du début. La métaphysique, c'est la science qui s'occupe de l'être en tant qu'être. Comme le notait Étienne Gilson, c'est peut-être même le seul point sur lequel les métaphysiciens s'accordent. Les difficultés commencent dès que l'on veut déterminer ce qu'est un être
et les propriétés qui lui appartiennent en tant précisément qu'il est. Car je puis considérer qu'être un être revient à être au sens d'exister, et je me contente de poser absolument la chose dans son acte d'être. Ainsi, quand j'affirme que Dieu est ou existe, ou bien qu'être un être, c'est être un étant, c'est-à-dire quelque chose qui a la propriété de posséder l'être. Mais je puis aussi me servir d'être pour attribuer à un sujet une propriété ou un prédicat. Et quoi de plus simple? Si je dis « la rose est blanche », j'ai là un instrument de liaison, une copule neutre qui me permet de prédiquer une qualité, la blancheur, d'une chose, la rose. Mais les tracas commencent, car si en me livrant à un énoncé tel que la rose est blanche, je veux pouvoir dire quelque chose qui échappe et au non-sens et à la pure et simple tautologie, je dois m'assurer d'abord que je prédique bien quelque chose, de l'être donc et non pas rien. Il me faut ensuite déterminer quelle est la nature de ces quelque chose auquel renvoie le sujet rose et le prédicat blanc, et si cette nature est du même ordre dans les deux cas. Toute analyse de l'être doit donc fournir les règles de fonctionnement d'un discours, d'où est le sens, s'inscrire dans un langage, accepter une certaine logique, mais elle doit aussi préciser la nature, c'est-à-dire la condition de ce qui est, en tant même qu'il est. Bref, l'essence qui rend possible la prédication. Tant est juste ce que nous rappelle Aristote, ce n'est pas parce que nous pensons avec vérité que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous sommes dans la vérité. Aussi ne peut-il jamais y avoir une rupture radicale entre le logique et l'ontologique. Le respect du principe de non-contradiction est le premier principe de la science de l'être, et si l'être vrai ne fait pas partie de l'enquête sur l'être, c'est parce qu'il a en un sens la même extension que lui. Supposons à présent que je dise « l'actuel roi de France est chauve ». Selon toute apparence, j'attribue quelque chose, la calvitie, à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un, l'actuel roi de France. Mais est-ce aussi sûr? Car pour que cet être qu'est l'actuel roi de France soit vraiment une essence, ne lui manque-t-il pas justement d'être? On voit mal comment on pourrait dériver son existence de sa seule essence. Et s'il n'existe pas de roi de France, à qui au juste attribuons-nous la calvitie? À un être qui est un moindre être parce qu'il n'existe pas maintenant, bien qu'il reste après tout possible, qui sait, la nostalgie aidant, à un pur et simple non-être parce qu'il est une contradiction dans les termes, ou à une sorte de demi-être, à quelque chose qui a bien de l'être, mais seulement dans notre imagination. Admettons que cet être ne soit pas un pur et simple néant. Il est bien, après tout, quelque chose, un être de notre raison, au même titre qu'une licorne ou que le Père Noël. De quelle réalité pouvons-nous le doter? Car on admettra difficilement qu'il y a même quantité d'êtres dans l'actuel roi de France ou dans une licorne que dans un triangle, lequel n'a pourtant lui non plus d'existence que dans notre esprit. Mais pourquoi? Sans doute parce que tout être de raison qu'il soit, et bien que n'étant pas une entité physique, un triangle a certains effets bien réels. On peut, à l'aide d'un tel être réel ou formel, effectuer une démonstration, produire des résultats mathématiques qui, à bien des égards, échappent à l'idiosyncrasie de notre pensée et ont donc une forme de réalité, d'indépendance bien spécifique. Tout mathématicien le sait. Mais laquelle au juste? Quelle est la réalité d'une entité mathématique, d'une figure ou d'un nombre? Poursuivons. Nous savons, nous disons, nous affirmons que ce roi est chauve. Mais ce faisant, qu'attribuons-nous au juste à ce roi? Une propriété qui lui serait essentielle? Sans doute pas, car ce n'est tout de même pas la calvitie qui fait d'un roi un roi. Si nous voulons trouver l'essence du roi, ou encore, comme le rappelait Thomas d'Aquin, ce qui nous permet de dire avec quelques raisons que Socrate ressemble plus à Platon qu'à un âne, à un chou ou à une ligne, il nous faudra sûrement chercher ailleurs ce qui est au fondement de son intelligibilité. Une propriété accidentelle, alors, accordons-le, et accordons même à ce pur accident capillaire une essence. En quoi consistera-t-elle? En l'absence de cheveux? Mais qui ne se souvient de l'argument sorite du chauve, du tas
et autres prédicats vagues. À partir de combien de cheveux y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas calvitie? À partir de combien de grains de sable aurons-nous un tas? Reprenons de rechef notre énoncé apparemment plus simple. La rose est blanche. Plus de risque ici de confusion qui serait liée à la dimension existentielle de l'être. Nous ne faisons que prédiquer une qualité d'une substance, plus précisément une qualité générale, la blancheur, d'une substance particulière, la rose, bref, un universel d'un individu. Mais si la blancheur est dans cette rose-ci, comment peut-elle être dans cette rose-là? Il faut bien, en un certain sens, qu'elle y soit réellement. Sinon, où serait la différence entre une rose blanche et une rose rouge? Et en un autre sens, qu'elle n'y soit pas complètement. Car d'abord, il y a d'autres roses blanches, ensuite, toutes les roses ne sont pas blanches, enfin, il n'y a pas que les roses qui soient blanches. Sous quelle forme donc la blancheur en général participera-t-elle à la rose blanche en particulier et à la rose tout court? Dès l'Antiquité est ainsi apparu l'un des problèmes majeurs en métaphysique, celui de la participation de l'un au multiple, que les médiévaux reprendront sous la forme de ce que l'on nommera le problème des universaux. En s'interrogeant dès lors et de plus en plus près sur la nature des distinctions nécessaires pour penser la relation du général au particulier. S'agit-il d'une distinction réelle, de raison, voire formelle, et sur la nature, ici encore, réelle, conceptuelle ou nominale des universaux, que l'on en tienne pour le réalisme, le conceptualisme ou le nominalisme. Le Moyen-Âge aura été et reste, on ne le dira jamais assez, un moment particulièrement important pour la philosophie, par la richesse et la variété des réponses que des philosophes comme Pierre Abélard, Guillaume d'Occam ou Jean Dunscott, pour ne citer que quelques-uns, se seront évertués à proposer à cette difficulté triangulaire principielle. Nous avons bien, et quelle chance en effet, les mots, les signes. Mais comment nous assurer que ce ne sont pas de purs flatus vocis, qu'ils renvoient bien à des concepts, à des intellections, au produit d'un jugement, d'une pensée, et enfin que ces concepts eux-mêmes nous parlent bien des choses, du monde, de ce qui est. Mots, concepts, choses, triangle d'or. Être, on le voit, se dit de multiples façons, et c'est là que tout commence. Mais de là aussi que vient le risque constant de l'équivocité et de la contradiction ou du pur et simple non-sens. On comprend que Parménide ait préféré en rester à une position stricte. L'être est, le non-être n'est pas. Pour avancer sur ce qui est, il faut faire parler l'être. Comme y insistera Aristote, la métaphysique commence dès lors seulement qu'il y a langage, ontologie, discours sur l'être et sur ses significations. Mais c'est aussi pour cette raison que l'on a souvent accusé les métaphysiciens de se payer de mots. On comprendra aussi la tentation de passer outre en privilégiant l'intuition. Mais c'est juger que ces mots, si liés pourtant à ce fond de connaissances communes qui sont les nôtres, ont finalement peu d'importance, ou du moins qu'ils sont tellement coupables d'engendrer à eux seuls des problèmes, de faux problèmes ou des arguties scolastiques, qu'il vaut mieux éviter de les prendre à la lettre. Est-ce pourtant possible ou même souhaitable? L'un des apports de la réflexion contemporaine en philosophie, d'auteurs comme Peirce, Carnap, Russell, Wittgenstein, Quine, Putnam ou Davidson, aura sans nul doute consisté dans le redéploiement magistral de ce thème, prendre acte du fait que la philosophie commence là où il y a des significations, ainsi que le rappela ici même Gilles Granger, en lecteur aussi assidu d'Aristote que de Peirce et de Wittgenstein. Prendre à tort une simple différence dans la construction grammaticale de deux mots pour une distinction entre les idées qu'ils expriment, prendre à tort la sensation produite par le manque de clarté de notre propre pensée pour un caractère de l'objet auquel nous pensons, telles sont aussi les deux erreurs dont Peirce dira qu'elles doivent être soignées avec la même énergie que le soulignera par après Wittgenstein. Et puisque nous ne pouvons pas faire fi de nos énoncés, nous devons nous doter pour cette thérapie des outils linguistiques et logiques adéquats, indispensables organon. Il faut donc bien faire sienne, et je le fais aussi, les recommandations de Jules Vuillemin et de Gilles Granger. À la philosophie, la logique, mais en outre, comme y a plus particulièrement insisté Jacques Bouvresse, la philosophie du langage apporte un irremplaçable concours. Toute la difficulté est ensuite d'en fixer la fonction
et la portée exacte. Certes, si l'on accorde une telle place au langage, c'est bien sûr parce que ce qui compte, c'est non pas lui, mais la réalité. Et à la différence de Vuillemin et Granger, qui furent plus tentés par un nominalisme des axiomatiques ou des structures, Bouvresse soutient un réalisme fortement ancré dans la philosophie de la perception. Mais il n'a eu de cesse de rappeler aussi que le risque est sans doute à ses yeux la faute la plus grave en philosophie, surtout si on est attaché, comme on doit l'être, à la défense de la vérité et à l'exigence rationaliste, c'est sûrement de s'avancer à dire plus de choses qu'on en sait. Je crains donc pour cette raison qu'il juge mes audaces coupables et qu'il ait plus que des réticences à suivre la deuxième partie du programme que proposait pour sa part, et à la différence notamment de Wittgenstein, le logicien, mathématicien, chimiste et métaphysicien Charles Sanders Peirce. Pour ce dernier, la méthode de clarification conceptuelle, empruntant plus au demeurant à la logique ou à la sémiotique qu'au langage ordinaire, devait certes une fois éliminer les faux problèmes de la métaphysique traditionnelle, jeter les bases d'une nouvelle théorie de la signification et de la connaissance, mais de telle manière aussi qu'elle se mit alors au service d'une métaphysique qui, une fois purifiée, devait pouvoir se faire scientifique et réaliste. Or, préférant à la différence du réaliste Meyerson les soieries aux cotonnades, c'est bien ce programme ambitieux, à bien des égards démesuré, que je me suis aussi pour l'essentiel donné. Il me faut donc naturellement tenter de m'en expliquer. Si on peut dire quelque chose sur l'être, c'est qu'on peut le connaître. Le réalisme métaphysique implique le réalisme cognitif. Un mathématicien spontanément ou du moins fort souvent porté au platonisme s'en étonnera peut-être. En mathématiques, aussi, après tout, comme en métaphysique, on a d'abord affaire à des entités abstraites qui ne sont pas localisables dans l'espace et le temps. Elles existent nécessairement et elles sont immuables, quels que soient les détails contingents de la fabrique du monde. La connaissance de ces entités est certaine, a priori, et se distingue de la connaissance faillible des autres sciences. Si la vérité des énoncés mathématiques dépend bien des propriétés de ces entités, elle ne dépend en rien de la capacité ou de l'incapacité qui serait la nôtre de les connaître ou de les vérifier. Au diable l'épistémologie, l'ontologie c'est prendre soin d'elle-même et des mathématiques. En bon platonicien, le mathématicien jugera d'ailleurs souvent ces entités réelles à proportion de leur inaccessibilité. Et si d'aventure on ose lui demander comment une telle connaissance est possible, il lui suffira pour répondre, comme le fera Gödel, d'invoquer comme on sait la fameuse, mystérieuse et calamiteuse intuition. Une telle réponse, en fait, tracassait déjà Platon, qui, dans le Thé et Tête, faisait remarquer qu'on aura du mal à dire de quelqu'un qu'il connaît s'il n'est pas capable, outre de montrer que sa croyance ou que son opinion est vraie, de l'assortir de quelques raisons, en un mot, de la justifier. Et l'on aura beau faire, on dira plus aisément d'un enfant qu'il connaît son théorème de Pythagore, s'il est capable non seulement de le réciter, mais si on le lui demande, de le démontrer et donc d'expliquer comment et pourquoi le théorème est vrai. Comment aussi comprendre que le savoir mathématique s'applique avec un tel succès au domaine spatio-temporel des choses physiques du monde où nous vivons et dont nous supposons que toute connaissance les concernant implique d'avoir avec elles une interaction causale minimale. On veut bien, comme le diront Quine et Putnam, qu'il soit indispensable de postuler des entités mathématiques, tout comme il est d'ailleurs indispensable pour le physicien de postuler des électrons ou d'autres entités, somme toute inobservables. Mais on attend tout de même alors un semblant de justification. À quoi sinon serons-nous censés tout simplement faire référence? Et cela d'autant plus que les dichotomies dont les positivistes logiques faisaient grand cas, entre l'a priori et l'a posteriori, entre l'analytique et le synthétique, entre les sciences formelles et les sciences de la nature, ont largement vécu. Certes, pendant longtemps, nous avons associé d'un côté a priori, analytique, nécessaire, et de l'autre, a posteriori, contingent et synthétique. Depuis Kant, nous savions déjà que certains jugements peuvent être synthétiques a priori. Quine et Putnam nous ont appris que la distinction tranchée entre l'analytique et le synthétique est à revoir, ou encore que la logique et les mathématiques sont en fait elles aussi, et plus qu'on ne pense, des sciences empiriques. Les discussions menées dans les années 1970 autour des travaux de Kripke ont renforcé nos doutes quant au bien fondé de certaines de nos intuitions modales sur l'identité, la nécessité ou sur l'essentialisme. Il semble que certaines vérités nécessaires ne soient elles-mêmes connaissables qu'a posteriori. Ainsi, nous pouvons concevoir que l'eau ne soit pas H2O, et pourtant il est impossible qu'elle ne le soit pas. Elle l'est nécessairement,
bien qu'il s'agisse d'une vérité nécessaire que nous découvrons a posteriori. Mais sa nécessité est aussi peu contestable que celle d'énoncés aussi analytiques et a priori, tels que des énoncés tels que l'eau est l'eau ou H2O est H2O. De même, il peut y avoir aussi des vérités contingentes a priori, comme l'étalon de mesure qui se trouve à Sèvres mesure 1 mètre. Il n'est pas sûr que la seule réponse aux insatisfactions du réalisme d'allure platonicienne consiste à s'engouffrer dans telle ou telle forme d'antiréalisme, comme ce fut le cas précisément en mathématiques, où les réactions intuitionnistes, formalistes ou finitistes ne se sont pas fait attendre. Il est en réalité parfaitement concevable, même si on peut le juger contestable, de ne pas opter pour l'antiréalisme, mais au contraire, en s'inspirant notamment de l'extraordinaire subtilité des solutions que proposèrent les médiévaux, de défendre aujourd'hui, sans revenir au platonisme, un réalisme conséquent et qui soit parfaitement adapté aux exigences imposées par la science moderne et plus généralement par toute entreprise qui a pour visée le savoir. Assez peu contestable en revanche me semble la leçon que l'on peut tirer des mésaventures du platonisme. L'une des questions qui se pose en effet de façon aiguë à toute entreprise cognitive, et pas seulement à la connaissance mathématique, est celle que Christopher Peacock a appelée le défi de l'intégration. En d'autres termes, je le cite, la tâche générale consistant à fournir pour un domaine déterminé une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et à montrer qu'elles le sont. Comment peut-on, en d'autres termes, réconcilier une analyse plausible de ce qui est impliqué dans la vérité des propositions d'une certaine sorte et une analyse crédible de la manière dont nous pouvons connaître ces propositions lorsque nous les connaissons? Avec raison, Peacock estime en effet que cela lie ensemble le métaphysique et l'épistémologique et que lorsque l'on échoue à réaliser l'intégration des deux dans un domaine donné, cela fait de façon caractéristique apparaître comme manifestement défectueuses les explications de ce que c'est pour un contenu concernant ce domaine que d'être vrai. Parvenir à le comprendre, ce serait, dit Peacock, non seulement disposer d'une clé pour l'épistémologie et la métaphysique du domaine en question, mais ce serait aussi accéder à une partie essentielle de la compréhension que nous avons de nous-mêmes. C'est là aussi un point sur lequel Jacques Bouvresse a longuement insisté et qui lui semble crucial si nous voulons pouvoir apporter une réponse satisfaisante à la question de savoir en quoi consiste ou consisterait quelque chose comme la connaissance philosophique. Il faut, dit-il, que le concept de vérité philosophique, tel qu'il est expliqué par ceux qui l'utilisent, ne rende pas impossible à comprendre et complètement mystérieux ou invraisemblable au regard de l'idée que nous nous faisons de ce que peut être la connaissance en général, la manière dont nous pouvons, avec les moyens que nous sommes censés avoir à notre disposition, en venir à connaître la vérité en question. Et inversement, il ne doit pas y avoir une discordance complète, ni même un écart trop important, entre ce que nous savons des processus par lesquels se forment les croyances et les certitudes philosophiques, et l'idée que nous nous faisons du genre de vérité à la connaissance desquelles nous sommes censés avoir réussi à accéder grâce à eux. Je ne suis pas sûr d'être aussi pessimiste que Bouvresse quant à la réponse qu'il croit devoir donner. Je le cite, « Il est probable qu'en réalité, écrit-il, nous n'avons les idées tout à fait claires, ni sur le sens auquel il peut être question de vérité dans le cas d'une discipline comme la philosophie, ni sur les moyens de connaissance dont nous disposons pour accéder à une vérité de cette sorte. Mais s'il est un point sur lequel je suis sûr de le suivre, c'est celui-ci. Le philosophe, mais on l'aura compris, il ne devrait pas être tout à fait le seul, n'a pas en effet d'autre choix que d'affronter, à un moment donné, ce défi, du moins ce qui paraît souhaitable, s'il se fixe un programme délibérément engagé en un sens rationaliste. Et si cela vaut pour la connaissance philosophique, on comprendra que cela vaille a fortiori pour sa partie la plus spéculative et la plus abstraite, en apparence du moins, qu'est la métaphysique, dont on nous répète à l'envi que la connaissance excède nos moyens, tant dans ce domaine nous sommes en présence de vérités d'un autre ordre que celles que nous pouvons rencontrer dans les sciences, de vérités transcendantes, invérifiables, inaccessibles, qui échappent toutes de part en part à l'expérience sensible et au domaine spatio-temporel, et qui dès lors ne sauraient être qu'hypothétiques ou matière à croyance, ainsi que le notait Renouvier dans les dilemmes de la métaphysique pure. Peut-être malgré tout, se résigne-t-on trop vite, sauf à considérer d'emblée que la vitalité extraordinaire que connaissent aujourd'hui les recherches en métaphysique est un leurre.
Mais si l'on rechigne à prendre au sérieux l'idée même d'une possible connaissance métaphysique, c'est peut-être aussi que l'on n'a pas encore pris toute la mesure de l'évolution qui s'est produite dans nos concepts même de science et de connaissance, ni davantage de l'essor considérable, mais somme toute assez récent du domaine, cette fois, de la philosophie de la connaissance. Aussi me faut-il, avant d'aller plus loin, en dire quelques mots. On frémit à l'idée que connaissance métaphysique implique quelque retour au système, entendu tout du moins de façon dogmatique. Dans l'Avenir de la science, Ernest Renan avait noté déjà que, je cite, « défendre un dogme, c'est prouver qu'on y tient et par conséquent qu'on en a besoin. C'est signe de faiblesse. Mais cela fait longtemps que le dogme n'a plus cours, ni en métaphysique, ni davantage dans ce modèle de la connaissance que reste pour beaucoup et à bon droit la connaissance scientifique. Rares sont les métaphysiciens encore obnubilés par la recherche de vérités éternelles, universelles et de surplomb. Dans leur grande majorité, ils cherchent au contraire à comprendre la relation qui est la nôtre avec le réel, ce que l'on ne peut faire qu'en partant de l'endroit où l'on est et non de nulle part. Mais c'est aussi sur ce modèle de l'enquête, et non plus tant sur celui de la croyance vraie justifiée ou encore sur celui de l'épistémologie des vertus, qu'il faut, à mon avis, penser la connaissance en général, y compris donc la connaissance métaphysique. Or, le but d'une enquête, système socratique de questions et réponses, de doutes et de croyances, est de fixer ces dernières, non de fournir une vérité absolue et définitive. Pour qui veut contribuer à l'élucidation du ciment à l'œuvre au niveau des choses, ou tenter de réconcilier en quelque façon la philosophie de la nature et la philosophie de l'intellect, il s'agit donc moins de proposer un système que de mettre en évidence, pour parler comme Herbart, les points principaux de ce en quoi devrait pouvoir consister une métaphysique scientifique réaliste digne de ce nom. Non qu'il faille limiter la métaphysique, comme le suggèrent certains, à l'analyse de nos manières ordinaires de parler, de ce que sur un mode non réflexif, nous tenons pour certains traits du monde dans lequel nous vivons, ni davantage à une simple métastructure dont l'objet serait le sens, constituant alors un substitut du critère absent de la vérité, ainsi que préférait l'envisager Granger. Il faut accepter l'idée que la métaphysique est bien l'étude de la structure la plus fondamentale de la réalité, coextensive donc avec l'ontologie, qu'elle vise la vérité, et que s'il y a un sens à se poser encore la question kantienne de sa possibilité comme science, c'est parce qu'elle correspond comme enquête rationnelle à certaines caractéristiques suffisamment distinctives par ailleurs pour pouvoir constituer le cœur d'une discipline indépendante et dont les justifications intellectuelles méritent d'être explorées. Entendons-nous, il ne s'agit pas seulement de rejeter l'affirmation néo-kantienne, ensuite relayée par les analyses tant positivistes qu'heideggeriennes d'une impossible connaissance métaphysique qui serait le fait de nos limitations cognitives, de notre finitude humaine, du caractère particulier des objets de la métaphysique ou bien tout simplement de son absence d'objet. Mais il ne s'agit pas non plus de réduire cette connaissance au modèle inspiré des sciences d'une métaphysique en quelque sorte scienticisée ou naturalisée. Car la possibilité d'une connaissance métaphysique ou d'une métaphysique scientifique excède très largement la question, aussi étroitement liée soit-elle, des relations mouvementées entre la métaphysique et la science. Encore faut-il d'ailleurs, et pour commencer, savoir ce que l'on met sous le concept de science. Car seule la paresse ou l'ignorance, ou dans certains cas la malhonnêteté intellectuelle, peuvent expliquer que certains accordent encore quelques crédits à une vision positiviste et scientiste de la connaissance scientifique. Aucune personne de bonne foi, et surtout pas un philosophe des sciences, ne pourrait admettre aujourd'hui que le concept de science ou de connaissance qui prévaut soit celui impérial qu'il pouvait encore avoir chez Kant de système achevé, apodictique ou doté des vertus de nécessité et d'universalité. Comme le notait il y a déjà un certain temps Patrick Soppis dans Probabilistic Metaphysics, il faut bien davantage concevoir le terme sous une forme qui oblige à repenser non seulement certains concepts absolus, espace, temps, mais aussi la nature probabiliste des lois, de la matière, de la causalité, à noter le presque impossible accès à des connaissances certaines, tant celles-ci sont plutôt approchées, provisoires, conjecturales, faillibles, à faire la part belle à la complexité des phénomènes, au doute,
à l'idée de recherche procédant par essai et erreur, aux rectifications, à la falsification, autant qu'à la confirmation ou à la vérification. Ce n'est donc pas faire preuve d'hostilité à la science, bien au contraire, que de noter que sa marque n'est justement pas le scientisme et le dogmatisme, mais plutôt, comme en témoigne toute activité scientifique normale, les incertitudes, les tâtonnements, l'incomplétude, qui rendent du reste si aigu le risque du scepticisme, ainsi que j'ai choisi d'y revenir dans la première série de leçons que je donnerai cette année. Et il n'est pas surprenant à cet égard de voir à quel point ce risque est présent, tout autant, et peut-être même plus souvent encore chez les scientifiques que chez les philosophes. Dès lors que l'examen du risque sceptique et idéaliste soit au cœur des travaux en philosophie de la connaissance dans les 50 dernières années, n'a rien de surprenant non plus, ni que soient presque aussi nombreux les ouvrages consacrés à son examen que ceux qui ont proposé dans leurs recherches de parades convaincantes aux défis sceptiques différentes stratégies pour améliorer la définition même du concept, cette fois de connaissance, en montrant du reste à quel point l'épistémologie déborde largement sur la métaphysique et sur l'éthique, tant il faut mener sur ces trois fronts conjoints la lutte contre le scepticisme. Au sein de ce jeune continent qu'est la philosophie de la connaissance, on peut désormais en effet très schématiquement distinguer quatre grands courants au moins qui ont déjà leurs textes classiques et leurs auteurs de référence. Celui tout d'abord qui continue de s'inscrire sur fond de l'analyse platonicienne de la connaissance que j'ai déjà évoquée, essentiellement comme croyance vraie, dotée de raison ou justifiée, selon deuxièmement un modèle aristotélicien mettant en valeur dans ce qu'il est convenu d'appeler l'épistémologie des vertus, l'importance de l'agent intellectuel et la place de l'éducation des aptitudes ou dispositions de l'esprit, de l'agent aux vertus épistémiques, ou bien encore, troisièmement, sur le mode cette fois plus lockéen de la connaissance comme état mental primitif, ou enfin, quatrièmement, sur fond d'un modèle plus pragmatiste ou réaliste, dans lequel la connaissance s'entend davantage comme un processus dynamique d'enquête, inquiry, mettant en jeu des formes de savoir pratique, des knowing how, autant que propositionnelles, knowing that, la perception de valeur, et où s'impose au moins autant qu'une analyse des conditions de possibilité de la connaissance, une analyse des conditions de possibilité du doute lui-même et de la rationalité normative. Tous ces développements récents en philosophie de la connaissance constituent des avancées majeures et sont autant d'indices de la grande vitalité que connaît aujourd'hui la discipline, dont je m'efforcerai à l'occasion du cours de cette année de donner quelques lignes de force en me concentrant plus particulièrement sur l'examen de la valeur de la connaissance. Mais ils donnent aussi des obligations à tout philosophe soucieux de mieux définir les relations entre la connaissance dont il peut se prévaloir et celles qui caractérisent les autres domaines du savoir, et celle en particulier de répondre, comme il convient, ainsi que je l'ai dit, au défi de l'intégration. Quiconque cherche à déterminer en quoi peut consister une connaissance métaphysique ne peut donc, ni plus ni moins qu'un autre, s'en exempter. Il faudra donc aussi s'interroger sur le type de croyance, de vérité, de justification auxquelles nous avons éventuellement affaire en métaphysique. S'agit-il de croyances dont la vérité dériverait du sens commun, à des vérités scientifiquement établies, partant nécessairement contraires à l'image manifeste que nous renvoie le monde, ou bien à des croyances qui seraient vraiment d'un tout autre ordre? Dans un cas comme dans l'autre, quelle raison, quelle justification avons-nous d'entretenir ces croyances, de privilégier telle ou telle conception de la vérité, de juger la connaissance des choses qu'elle nous livre seulement concevable, possible, voire nécessaire? En suivant ces recommandations et en privilégiant le quatrième modèle que j'ai évoqué, celui de l'enquête rationnelle, il me faut donc à présent indiquer, au moins dans ces grandes lignes, comment et pourquoi la connaissance métaphysique me semble non seulement légitime, mais à bien des égards indispensable pour qui veut notamment faire rendre gorge à l'idéalisme, au relativisme, à l'irrationalisme et plus encore au cynisme qui vont souvent de pair aujourd'hui avec eux. 4 étapes me semblent nécessaires et aussi importantes l'une que l'autre pour pouvoir parler, un tant soit peu, de quelque chose comme la connaissance métaphysique. Toute enquête métaphysique exige de partir du cadre formel, a prioriste, de l'analyse, qui seul permet de dégager les conditions de possibilité, en termes de conditions de vérité et de signification, des concepts que nous utilisons, et de veiller notamment à effectuer les distinctions modales qui s'imposent. Il convient en un second temps
de voir si et en quel sens les catégories de notre pensée et de notre langage sont non pas de simples fonctions du jugement, comme le pensait Kant, mais bel et bien le miroir des catégories de la réalité. L'enquête métaphysique suppose donc une investigation a posteriori et une confrontation avec les sciences empiriques. Il faut ensuite, et c'est la partie proprement épistémologique du défi de l'intégration, réfléchir sur la manière dont nos catégories et nos jugements constituent à leur tour des savoirs, par confrontation donc avec les sciences déjà constituées, mais en s'attachant aussi à déterminer si et pour quelles raisons, par exemple, les théories scientifiques sont vraies, peuvent recevoir le titre de connaissance justifiée et obligent ou non à un engagement en faveur du réalisme scientifique et épistémologique. C'est la troisième étape. Il importe aussi, et enfin, dans un quatrième moment, de s'interroger sur le type de réalité dont nous parlent ces théories, sur la nature des propriétés, notamment catégoriques ou dispositionnelles, qui la constituent, sur les relations causales et nomiques qu'elles ont entre elles, et sur ce qui est nécessaire pour en garantir l'unité, bref, pour en faire le ciment des choses. Et c'est alors le temps de l'engagement proprement métaphysique. Je me contenterai ici, dans le temps dont je dispose, de donner quelques brèves indications sur l'importance et sur la manière d'envisager les deux premières étapes. La première étape est donc celle de la thérapeutique. Nous y procédons à l'analyse de nos concepts, non pour en décrire la structure grammaticale ou logique, mais pour les affiner et, si besoin est, les réviser. Si en effet, et contrairement à Kant, nous admettons que la connaissance métaphysique peut aller au-delà des phénomènes et faire plus que nous informer sur certaines caractéristiques nécessaires de ce que nous pensons à son sujet, en d'autres termes qu'elle peut rendre compte à un moment donné de ce en quoi consiste la réalité en soi, alors l'analyse conceptuelle devra s'inscrire dans un projet de révision et non de simple description. En métaphysique, on cherche moins à dire ce qu'il y a qu'à déterminer le mode d'être particulier de telle ou telle chose. C'est bien à la recherche de propriétés que nous partons et pas de simples mots. L'analyse conceptuelle ne sera donc pas réductible à une simple analyse linguistique ou logique. On ne s'enquiert pas non plus de n'importe quelle propriété. Quand on se pose la question « qu'est-ce qu'une personne ?» par exemple, on n'a pas besoin de s'entendre dire que toute personne a un profond désir d'être aimée, même si tel est bien le cas. D'une propriété, on se demande ce qui fait qu'elle a une incidence sur ce qu'est un objet, bref, ce qu'est son essence, et ce qui justifie les distinctions que l'on fait entre ses propriétés essentielles, ou dirons-nous définitionnelles, et ses propriétés accidentelles. Il nous faut donc élucider d'abord ce qui régit notre pratique classificatrice, bien localiser et compter les choses en n'introduisant pas plus d'entités qu'il n'en faut. Mais nous savons aussi depuis Duns Scott que ce qui a permis l'autonomie de la métaphysique, c'est le fait qu'elle traite non pas tant de ce qui est que de ce qui pourrait être, en un mot du possible. Si la métaphysique peut devenir autonome par rapport aux autres sciences, logique, physique, mais aussi théologie, c'est parce que pour le docteur subtil, elle a un objet propre, l'ens commune, pris dans son indétermination totale, lequel n'est réductible ni à l'acuité de la chose sensible, dans laquelle elle doit néanmoins se contracter, ni à la seule prédicabilité logique, laquelle est toutefois seule à même de lui conférer l'universalité. C'est grâce à cela qu'elle est en mesure, au-delà de l'opposition de l'être et du possible, de s'assurer du réel possible, c'est-à-dire de la réalité même de l'être possible des choses qui existent, et dès lors de la condition de possibilité des sciences en tant que sciences. Aussi la rigueur scientifique exige-t-elle qu'on parte du possible, seul susceptible de couvrir le domaine de l'existant contingent, aussi bien que celui du nécessaire ou de l'acuité métaphysique. Et pour ce faire, il n'est point d'autre méthode que celle qui consiste à raisonner par le possible, ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que la postérité a souvent reproché à Duns Scott, déduire le principe premier par analyse au terme d'une conception développée sur des essences, mais tenter de dégager la structure interne du possible réel, tant il est vrai que celui-ci s'enracine dans le réel concret, de telle manière qu'on puisse induire le premier du second. Sans doute est-ce l'expérience qui pourra nous apprendre ensuite celle qui, parmi plusieurs possibilités métaphysiques, a le plus de chances d'être vraie dans la réalité. Mais l'expérience seule ne peut déterminer ce qui est réel, en l'absence d'une délimitation métaphysique du possible. Si l'on ne pouvait effectuer une partition entre des possibles, indépendamment de la manière dont le monde se présente,
nous ne pourrions tout simplement pas dire à quoi il ressemble. Lorsque nous décrivons la réalité, nous passons notre temps à reconnaître et à exclure des possibilités. Nous en faisons spontanément l'expérience en lisant une carte, par exemple, pour déterminer où est la source du fleuve ou la ville la plus proche, ou en faisant un énoncé aussi simple que le train part à 6 heures. En ce sens, le possible nous est aussi naturel que l'actuel. C'est un déterminant incontournable de la réalité. Contrairement à une idée répandue, la logique et l'épistémologie modale sont donc bien moins abstraites que l'on veut bien le dire. C'est au contraire sur elles qu'il faut s'appuyer sur les modèles et expériences de pensée qu'elles proposent, par application notamment de nos intuitions non pas intellectuelles mais communes à des cas possibles, afin de dissiper les illusions modales dont nous sommes constamment les victimes. On sait en effet que selon la conception que l'on a du possible, par exemple, on concevra ou considérera plus ou moins aisément que ce qui est concevable, du moins entendu au sens non pas de quelque chose qui relève de l'imagination, mais du seul entendement, est un guide sûr ou non de ce qui est possible. Mais quelque chose peut être a priori concevable et cependant impossible. Ce qui est concevable ne suffit donc pas, à première vue, à garantir ce qui est épistémologiquement possible ou impossible. Si par exemple je sais que le chat est sur le tapis, même si je puis parfaitement concevoir une situation dans laquelle il ne l'est pas, il ne m'est pas épistémiquement possible de le dire. Et ce qui est logiquement possible ou non contradictoire ne l'est pas forcément physiquement ou métaphysiquement, pris au sens absolu où Dieu, par exemple, aurait pu vouloir que les choses eussent pu être autrement. Ainsi, il n'est possible, en aucun de ces sens, que quelque chose soit rouge et non rouge. Il est logiquement, mais pas métaphysiquement possible, que quelque chose soit rouge et non étendu. Il est métaphysiquement, mais pas physiquement possible, que quelque chose voyage plus vite que la vitesse de la lumière, et il est possible, dans les trois sens du terme, que quelque chose voyage plus vite que la navette spatiale. On peut aussi juger logiquement possible ou nécessaire au sens large ce qui est vrai dans tout monde logiquement possible, c'est-à-dire dans tout monde possible. Logiquement nécessaire sera alors coextensif à ce qui est métaphysiquement nécessaire. Certains objecteront que la proposition l'eau est H2O peut ne pas être vraie dans tous les mondes logiquement possibles. Mais répondront d'autres, ce ne sont pas les seules lois de la logique associées à des concepts ou à des définitions qui rendent associées à des concepts ou des définitions de l'eau et de H2O qui rendent l'eau et H2O logiquement nécessaires. C'est la nature de l'eau dont nous connaissons désormais la composition. On comprend pourquoi, in fine, la nécessité logique tendra alors pour eux à se confondre avec la nécessité métaphysique. L'analyse conceptuelle est donc précieuse, car tout en comportant une partie a posteriori et empirique, elle permet aussi, en élargissant la fonction habituelle de nos concepts, par les modèles possibilistes commodes de la logique modale, de parvenir à des résultats a priori. Elle permet ainsi de définir et d'identifier ce dont on parle, de répondre à la question de savoir si la manière dont sont les choses données dans tel vocabulaire rend vraie une explication donnée dans tel autre. Et une fois encore, ce n'est pas rien quand on songe à quel point il importe d'avoir les idées claires en métaphysique et de ne pas prendre à tort, comme nous y exhortaient notamment Peirce ou Wittgenstein, une simple différence dans nos mots ou dans nos idées pour une différence dans les choses. Il semble donc, du moins dans l'étape thérapeutique indispensable, que nous ayons tout intérêt à l'adopter en métaphysique. Mais elle est d'autant plus précieuse qu'elle ne dispense pas du tout et va au contraire, du moins dans mon esprit, avec la méthode de test ou les massages énergiques auxquels nous soumettons par ailleurs nos intuitions communes. Il s'agit au fond ici d'approfondir une réflexion dans le style de celle inaugurée par John Locke, celle des expériences de pensée, puis de tester diverses solutions possibles à partir du réseau d'intuitions, souvent incompatibles, qu'on a constitué, pour voir celle qu'il convient de conserver ou finalement d'écarter. À certains égards, le métaphysicien ne fait donc rien d'autre que ce qu'entreprend le psychologue du développement ou le théoricien des sciences politiques. Il rassemble,
comme peuvent le faire le biologiste, l'économiste ou le physicien, les éléments de la théorie commune ou populaire qui vont constituer un réseau de principes, et comme eux, il va s'employer ensuite à les tester et, si besoin est, à les réviser, en s'instruisant en particulier du caractère contradictoire de ces intuitions, par exemple sur l'identité personnelle ou sur le changement, selon que l'un suivra une perspective tridimensionnelle, en se représentant un objet existant à un temps comme totalement présent à ce temps ou endurant, ou que l'autre adoptera une perspective quadridimensionnelle, l'objet existant à un temps en ayant une partie temporelle à ce temps, bref, en perdurant. Que l'intuition commune ne soit pas sacro-sainte signifie aussi que si tel concept a fait ses preuves, cela n'implique pas qu'il serait irrationnel de le changer, à la lumière de ce que nous apprend la réflexion ou telle découverte empirique, ou du moins d'effectuer des ajustements raisonnables. En un mot, et ce n'est pas rien, il faut admettre en métaphysique, science jadis tenue pour universelle, nécessaire et apodictique, le principe du faillibilisme. Il faut préserver ce lien entre la métaphysique et la psychologie. Et cela importe, car qu'on le veuille ou non, nos croyances sont bien le produit de l'évolution et davantage dirigées par les exigences pratiques de la survie que par les exigences théoriques de la vérité métaphysique. Cela veut dire aussi, et même si cela ne signifie pas qu'elle n'aura pas à leur égard une attitude critique, que la métaphysique, aussi engagée soit-elle dans un projet de révision, doit être attentive à ce que la philosophie de l'esprit, la psychologie, les sciences cognitives peuvent avoir à lui apprendre. On peut fort bien ici envisager qu'il y ait une harmonie entre les facultés cognitives de l'homme d'une part et la réalité de l'autre. À tout le moins, une réflexion s'impose sur la nature des liens qui peuvent exister entre ce qui est en nous naturel et ce qui est normatif, comme l'avait du reste entrevu Kant sous la forme de ce qu'il appelait un système de préformation de la raison pure, troisième voie qu'il avait bien envisagée lui-même en métaphysique. Procéder par le possible logique, comme l'a bien vu Duns Scott, n'est donc pas simple précaution méthodologique. Toute inintelligibilité, toute impossibilité logique est bien en fait le plus souvent, n'en déplaise à Descartes, le signe d'une impossibilité réelle. Si le possible réel n'est pas réductible au possible logique, ils ne sont pas non plus étrangers l'un à l'autre, sans quoi nos concepts ne seraient que des mots et notre science serait vide de tout contenu objectif. Mais à l'inverse, on ne saurait confondre le possible logique avec le possible réel, et le risque permanent qu'il convient d'éviter est celui-là même dans lequel on a reproché à Duns Scott de tomber, de construire une métaphysique où la non-contradiction suffirait à dire les propriétés de ce qui est. La seule crainte que pourrait susciter une adoption immodeste de l'analyse conceptuelle serait assurément celle-là, de trop poursuivre dans la voie que d'aucuns ont traitée d'essentialiste, qui va de Suarez à Wolff, de vouloir déduire analytiquement le réel à partir d'essences conçues comme possibles, d'oublier que le langage ordinaire ou la logique modale ne sont pas une garantie suffisante, par exemple, de la réalité de classe dans la nature, ou de justifier les procédures logiques elles-mêmes en les dérivant d'une forme plus ou moins avouée, et selon ces auteurs en tout cas, honteuse et irrécupérable, d'essentialisme. Exagérer l'absence de rapport entre l'aspect a priori de l'analyse et l'aspect a posteriori serait donc catastrophique, et pas seulement en raison du risque de métaphysique en apesanteur que cela induirait, mais parce que la logique et la sémantique elles-mêmes sont toujours à un degré ou à un autre liées à nos raisons empiriques et donc aussi à nos découvertes empiriques, scientifiques. Deuxième étape, donc, il convient alors, dans cette deuxième étape, de déterminer quelle est la place exacte qui reste dans ce contexte à la dimension a posteriori du projet métaphysique, en d'autres termes aux sciences empiriques, dans la détermination de ce qui est. Sans doute n'est-ce pas si facile, et nos avéroïstes contemporains ne se privent pas de dire que les sciences sont les mieux placées et les plus légitimes pour nous dire en quoi consiste la réalité des choses. S'il y a des questions fondamentales à poser sur l'existence et la nature de l'espace et du temps, c'est à la cosmologie et à la physique quantique d'y répondre, et non à la métaphysique spéculative en fauteuil ou aux métaphysiciens en redingote. Je proposerai donc ici, et pour finir, quelques principes et règles de bonne conduite pour faciliter la vie en commun. Premier principe, rejeter tout scientisme
et refuser de considérer d'emblée, ainsi que l'écrivait en 1957 Hans Reichenbach, que ce dont a besoin une philosophie scientifique, c'est simplement d'une réorientation des désirs philosophiques. C'est encore, ainsi que sont tentés de le faire certains métaphysiciens scientistes, de revendiquer comme motivation exclusive de la métaphysique, je cite, les tentatives faites pour unifier les hypothèses et les théories qui sont prises au sérieux par la science contemporaine. Deuxième principe, rappeler qu'expliquer ce qui reste un objectif, c'est bien viser un contenu communicable, comme le rappelait Schlick, mais également réduire. Il serait extravagant de revenir sur les succès ainsi rendus possibles dans notre connaissance et dans notre maîtrise de la nature. Troisième principe, aucun métaphysicien sérieux ne peut passer outre au principe explicatif de clôture causale et nomologique de la physique, dont les lois sont universelles et fondamentales, auxquelles se soumettent du reste les sciences spéciales, ni à celui d'un physicalisme ontologique et même épistémologique minimal, si l'on entend par là l'idée, somme toute banale, selon laquelle toutes les choses qui existent en ce monde sont des morceaux de matière et des structures provenant de l'agrégat de ces morceaux de matière, se comportant tous en conformité avec les lois de la physique. Quatrième principe, ne pas rejoindre trop vite le consensus non réductionniste auquel peuvent conduire certains dilemmes, comme celui que pose aux physicalistes le statut des propriétés mentales. S'efforcer plutôt de ne pas redouter le réductionnisme, en cherchant de nouveaux modèles réductionnistes qui permettent de distinguer les réductions de pure et simple élimination, ou encore, comme c'est de plus en plus souvent le cas, de parvenir à des procédures de réduction capables de mettre en évidence des mécanismes interniveaux plutôt qu'intraniveaux entre les différentes sciences. Quelques règles aideront ensuite le métaphysicien et le scientifique à cohabiter. Premièrement, admettre avec Wilfried Sellars que s'agissant de la description et de l'explication du monde, la science est bien, je cite, la mesure de toutes les choses, de ce qui est et de ce qui n'est pas au niveau fondamental des choses. Cela donne déjà en négatif, sur la base de tous les critères raisonnables d'interprétation des théories scientifiques, un premier principe à respecter. Il y a incontestablement un certain nombre de positions philosophiques que, dans l'état actuel des connaissances, l'on ne peut plus soutenir. Même s'il nous faut aussi garder à l'esprit que l'unité des sciences reste un idéal, que la complétude causale du physique n'est pas davantage réalisée, ou n'est close qu'en principe, et peut certes valoir comme une norme méthodologique, mais non comme un principe analytique. Deuxièmement, et c'est à la philosophie des sciences elle-même d'en retenir, c'est elle-même qui nous l'enseigne, il n'y a jamais un chemin royal qui, d'une théorie physique, d'un théorème mathématique ou de résultats d'expérience, mène directement à des conséquences métaphysiques déterminées et nécessaires. Voilà qui nous permet d'avancer à un second principe, cette fois positif. L'expérience ne possédant pas à elle seule la force logique de déterminer la théorie scientifique, voire l'interprétation d'une théorie scientifique donnée, cela doit nous permettre, éventuellement, par l'évaluation des conséquences ontologiques des positions en présence, de proposer, à partir de la situation empirique, certaines conséquences métaphysiques et d'en évaluer le coût et ou la pertinence. Ce n'est donc pas seulement, et c'est la troisième règle, pour des raisons esthétiques de cohérence qu'il y a place pour la métaphysique, ni davantage parce qu'on aspirerait à des ambitions systématiques ou que l'on rêverait d'unité ou de position absolue. On en a besoin, au sens fort, et en tout premier lieu pour interpréter les théories scientifiques elles-mêmes. Il y a autonomie de la métaphysique et irréductibilité à certains égards à ce qui se fait en science, y compris aux problèmes métaphysiques propres à la science, s'agissant par exemple de savoir si, alors même que la science nous informe sur bien des choses surprenantes et ne modélise plus le monde en termes d'objets, elle rend ou non caduc le statut quotidien d'objets, comme des tables, des chaises, ou bien s'il reste suffisamment de cohésion à notre échelle dans certains aspects du monde pour que le groupe de systèmes cognitifs que nous sommes après tout, mus par des intérêts pratiques, puisse les repérer et les catégoriser pour la vie de tous les jours. Ajoutons une quatrième règle. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, la science est une entreprise de catégorisation. Mais ni les phénomènes observables à l'échelle macroscopique, ni l'information scientifique
concernant la constitution interne des choses ne peuvent mener cette catégorisation à bien sans une délimitation proprement métaphysique des choses. Ainsi, nous devons déjà être en possession d'une catégorisation ontologique des substances et des conditions dans lesquelles, par exemple, un organisme vivant peut métaphysiquement persister identiquement à travers un certain changement, le tétard qui devient une grenouille, pour être en position de décider, et ce quel que soit le nombre de preuves empiriques dont nous disposions, si ce changement doit être classé comme une transition de phase ou comme un changement substantiel. On mesure ici à quel point il est important de distinguer dans des questions de ce type ce qui relève à proprement parler de la contribution a priori de la métaphysique et de la contribution a posteriori des sciences empiriques. Enfin, être complet est une chose, être fondamental en est une autre. Or, le principe de clôture causale est de ce point de vue, en dépit de nos intuitions physicalistes ontologiques incontestables, ontologiquement neutre sur ce qui est ou n'est pas au niveau fondamental des choses. En d'autres termes, sur ce qui définit essentiellement le physique et sur la question de savoir en particulier si les niveaux de réduction auxquels on peut consentir sur le plan de la méthode se retrouvent ou non sur le plan ontologique. De quoi est fait le monde? De plusieurs couches, strates, niveaux de réalité ou d'une seule? De plusieurs niveaux de propriété, catégoriques, dispositionnelles, les secondes étant réductibles aux premières, ou uniquement de l'une ou l'autre de ces espèces. Comme on le voit, ce n'est ni la seule analyse conceptuelle, ni la science qui permettront de répondre à ces questions, ce pourquoi, en effet, on ne pourra pleinement parler de connaissance métaphysique qu'une fois accomplies au moins les deux autres étapes du parcours que j'ai précédemment indiquées. La métaphysique est une discipline trop aride pour pouvoir être pratiquée en solitaire. Même Peirce, qui a passé la majeure partie de sa vie en ermite, avait fondé un Metaphysical Club. Bien que l'université française ait encore beaucoup de chemin à faire, en philosophie notamment, pour retrouver les voies d'une authentique communauté académique, je ne voudrais pas terminer cette leçon sans dire ce que je dois à l'enseignement universitaire et tout particulièrement à mes étudiants, sans lesquels je ne serais pas devant vous aujourd'hui. En séparant les institutions d'enseignement et de recherche, comme on le fait encore trop en France et malheureusement de plus en plus souvent ailleurs, on ne rend service ni aux unes ni aux autres. J'ai toujours à cet égard été d'accord avec mes professeurs Jules Vuillemin, Gilles Granger et Jacques Bouvresse, et je mesure tout ce que je leur dois, à la fois intellectuellement et pour avoir maintenu vivants les idéaux de l'université. Je dois beaucoup aux départements universitaires où j'ai eu la chance de travailler, en France et aux États-Unis. Mais je dois aussi beaucoup à l'accueil que j'ai reçu à un moment où mes doutes à l'égard de l'université n'étaient pas en question, dans une équipe comme celle de l'Institut Jean-Nicot, et à tous ceux de mes amis qui en ont fait un espace unique, particulièrement à Joël Proust. Enfin, j'espère qu'on reconnaîtra que le travail de Pascal Angèle a compté autant qu'il a compté pour moi. Le Collège de France n'est assurément pas un club. C'est une institution, et quelle institution! Mais c'est aussi une compagnie qui enveloppe d'emblée, par sa générosité, tous ceux qui ont le privilège d'y entrer. Quiconque a cet honneur a d'abord des devoirs, dont le premier d'entre eux est de ne jamais s'avancer masqué. Ernest Renan faisait remarquer que c'était l'obligation inscrite dans tout droit acquis à la liberté de penser. Car le vrai a ses droits comme le bien, disait-il, et on ne gagne rien à ces timides mensonges qui ne trompent personne et n'aboutissent qu'à l'hypocrisie. Comme le philosophe de Tréguier, je n'aurai désormais que cette seule exigence. Bien qu'il fût, ou peut-être parce qu'il était, profondément religieux, Peirce considérait que l'état déplorable, mesquin et scrofuleux dans lequel se trouvait à son époque la métaphysique tenait au fait qu'elle était restée trop longtemps entre les mains de ce qu'il appelait les théologiens professionnels ou les philosophes séminaristes. Et il exhortait à se souvenir que la métaphysique est d'abord, et doit rester avant tout, une science d'observation,
à laquelle il convient toutefois d'appliquer l'exactitude mathématique. Simplement, il s'agit d'observations dont nous sommes tellement imprégnés que nous n'y prêtons plus, malgré leur importance, la moindre attention. Le siècle a trop longtemps retenu notre souffle. Pourquoi ne pas tout simplement recommencer à respirer ?